Coucou, bon je sais bien que vous le voyez à l'envers, mais ça vous donne quand même une idée. Je suis en train de lire, enfin j'ai terminé Stéphane Alix, Nos âmes oubliées aux éditions Albin Michel, et je voulais vous lire le chapitre qui s'appelle La fin du matérialisme, parce que je trouve qu'actuellement c'est très très parlant. Il est en train de discuter avec sa maman en fait, et il lui dit qu'il croit à une vie après la mort. Elle lui demande, mais si des preuves existent, pourquoi tant de gens n'y croient pas? Et elle lui demande une explication. Que savons-nous vraiment de la vie et de la mort? Il existe des réponses qui ne puisent ni dans la subjectivité des religions, ni dans l'abstraction de la philosophie, mais s'appuient sur une démonstration étayée par des preuves scientifiques. Ces recherches démontrent que la vie est un phénomène plus vaste et plus complexe qu'il n'y paraît, et que des aspects de ce qui nous constitue ne semblent pas disparaître après la mort physique du corps. Aussi surprenant que cela puisse être, les évidences qui étayent cette hypothèse sont à la disposition de qui se donne les moyens de les rassembler, et pourtant bien peu le font. J'aime les questions de ma mère car elles me ramènent à une logique très concrète. Elle met le doigt à l'instant sur une des interrogations qui m'a longtemps perturbée. Je crois aux faits et à la méthode scientifique. Aussi, pourquoi dans notre société qualifions-nous de croyances irrationnelles un ensemble de phénomènes alors qu'ils sont rapportés par une quantité énorme de personnes à travers le monde et sont étudiés par la science? Tandis que je cherche comment lui répondre clairement, maman précise sa pensée. La vie après la mort, en est-on vraiment certain? Ce n'est pas une croyance? Non, je pense que nous disposons de preuves solides qui attestent de sa possible réalité. Mais tu as raison. Pourquoi, malgré cela, une majorité de gens pensent qu'il s'agit d'une croyance? Cette question m'a obsédée. C'est en m'intéressant à la psychologie humaine que j'ai mieux identifié les mécanismes que nous mettons en œuvre pour refuser parfois de voir ce qui est pourtant devant nos yeux. Parce que des éléments de preuve qui renforcent l'hypothèse de la survie d'une forme de conscience après la mort, on en a, je t'assure. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord et beaucoup sont convaincus que tous ces phénomènes sur lesquels tu écris sont faux. Quels phénomènes? Les expériences de mort imminente, la médiumnité, les contacts spontanés avec les défunts? Oui, par exemple, c'est vrai. Le fait que des scientifiques compétents n'accordent pas le moindre crédit aux expériences de mort imminente, par exemple, ou à d'autres types de phénomènes inexpliqués, plaide effectivement plutôt en faveur du fait qu'il ne s'agit que d'illusions. Mais les recherches contredisent cette idée. Alors que j'entreprends de détailler mon propos, je ne peux m'ôter de l'esprit combien il m'a été initialement difficile d'admettre que des phénomènes qualifiés de surnaturels puissent être réels, malgré l'opposition d'une majorité de la communauté scientifique. Si la plupart des gens sérieux considèrent ces histoires comme du surnaturel, elles doivent forcément s'expliquer rationnellement. Il doit s'agir d'illusions, de délires, de quelque maladie mentale ou encore tout simplement de charlatanisme. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Le discrédit jeté sur l'authenticité de toutes ces expériences inexpliquées par nombre de scientifiques a plusieurs causes, mais un premier constat s'impose. Cette hostilité est injustifiée et même insensée. L'une des raisons de cette attitude tient peut-être d'abord au fait que pour étudier ces phénomènes, il faut faire appel à des disciplines très différentes, physique, neurosciences, biologie, etc. C'est en effet un travail global de synthèse qui permet de faire ressortir les évidences, démontrant la réalité de nombre d'entre eux. Or, en sciences, les chercheurs sont spécialisés dans leur discipline et en général se montrent peu ou pas compétents sur des sujets extérieurs à leur domaine. Une autre raison à cette attitude de rejet assez répandue tient aussi à un stupéfiant mais véritable cercle vicieux. De très nombreux scientifiques ne croient pas à la réalité de ces phénomènes. Aussi ne leur vient-il pas une seconde à l'idée d'examiner les recherches disponibles qui assurément leur permettraient de changer d'avis, car ils ne peuvent concevoir que de telles recherches existent. Ils continuent ainsi à affirmer qu'il n'y a aucune preuve,
sans avoir eu le simple bon sens d'aller vérifier. Comment sortir de cette logique? Le prix Nobel de physique Brian Josephson parle d'incrédulité pathologique pour qualifier cette réticence dont font preuve une partie des scientifiques, mais aussi quantité de personnes intelligentes qui les conduit à refuser par principe de simplement considérer des faits qui contredisent trop leur système de croyances. Dernier point, personne n'échappe aux croyances de la société et de l'époque de laquelle il est né, et les scientifiques ne font pas exception. Je poursuis ma démonstration. Et puis il y a le problème de la grille d'interprétation, dis-je à ma mère. Qu'est-ce que tu appelles la grille d'interprétation? Nous sommes convaincus que la science est une sorte de citadelle d'objectivité pure, mais ce n'est pas le cas. La science est en évolution constante, et sa fonction n'est pas d'offrir une connaissance définitive, elle en est bien incapable, mais de permettre l'élaboration de théories. Une théorie permet d'ordonner les informations et connaissances scientifiques du moment. Elle offre une sorte de grille d'interprétation avec laquelle nous expliquons la réalité qui nous entoure et imaginons les lois qui la gouvernent. La science interprète, c'est ce que tu veux dire? Exactement. En philosophie des sciences, cette grille d'interprétation s'appelle un paradigme. Selon la grille d'interprétation en vigueur, il y a 4 siècles par exemple, la Terre était immobile au centre de l'univers et le Soleil et les astres tournaient autour. L'observation du Soleil se levant à l'est et se couchant à l'ouest confirmait d'ailleurs sa rotation autour de la Terre. Les partisans de cette théorie, à l'époque de Galilée, n'étaient pas plus stupides que nous. Ils exerçaient leur intelligence selon un paradigme différent du nôtre. Une grille d'interprétation est donc le fruit d'un consensus scientifique en évolution permanente. Elle change au fur et à mesure de l'évolution des connaissances. Parfois, les changements sont mineurs, parfois on découvre que l'ensemble de la théorie antérieure était faux, alors l'ancien paradigme s'effondre. C'est ainsi que la découverte de la physique quantique a fait voler en éclats les certitudes scientifiques antérieures. Les théories changent, c'est leur essence. En conséquence, si certaines vérités scientifiques d'autrefois se révèlent fausses aujourd'hui, pourquoi certaines de nos vérités d'aujourd'hui ne seraient-elles pas dépassées demain? Il est assez présomptueux de prétendre le contraire. Pourquoi, avec l'humilité qu'impose un regard en arrière sur simplement quelques siècles de l'histoire des sciences, sommes-nous aujourd'hui si certains de la pérennité de notre théorie actuelle? Pourquoi sommes-nous si confiants? Pourquoi pensons-nous que la science nous offre enfin des certitudes après des millénaires d'obscurantisme? Cette incroyable et irrationnelle assurance est liée au fait qu'un paradigme imprègne tellement son époque qu'il influence la moindre de nos pensées. Nous baignons tous, sans nous en rendre compte, dans un paradigme qui structure notre façon de concevoir la réalité, inspire nos modèles philosophiques, la manière dont nous raisonnons. Il forme nos opinions, façonne notre inconscient et imprègne tous les domaines de notre existence. Le problème est que nous vivons aujourd'hui dans ce que l'on appelle un paradigme matérialiste. Et parce que l'être humain est psychologiquement incapable de penser et de vivre en s'imaginant que ses connaissances sont incertaines, ce qui a pour vocation de rester un modèle hypothétique est devenu une vérité d'évangile. Dès lors, tous les phénomènes et observations qui entrent en contradiction avec le paradigme en vigueur provoquent ce que l'on appelle en psychologie une dissonance cognitive. Quand les faits contredisent nos certitudes, la tension intérieure ainsi provoquée nous conduit spontanément à remettre en cause la véracité des faits plutôt que notre grille d'interprétation parce que précisément nous ne sommes pas conscients d'être sous son emprise. Nous vivons comme si nous disposions de connaissances scientifiques absolues, alors que ces connaissances ne sont que des interprétations par essence instables. Notre cerveau, confronté à trop d'incertitudes, préfère la tranquillité psychique de la vérité. Tu veux dire que la science n'est pas objective? M'interrompt ma mère. La méthode scientifique est objective,
mais pas le paradigme matérialiste selon lequel les résultats des recherches scientifiques sont interprétés. Ce paradigme n'est basé que sur des hypothèses. La grille d'interprétation matérialiste qui imprègne entièrement notre société moderne est assez récente. Elle s'est développée dans le courant du XVIIe siècle, le siècle des Lumières, en opposition à la suprématie du religieux et de l'Église qui dominait alors tous les aspects de la vie. C'était plutôt positif à l'époque, mais la science avance et la vision matérialiste de la réalité est aujourd'hui battue en brèche, car plus du tout adaptée pour comprendre tous les aspects de notre réalité. Pourtant, c'est toujours cette grille de lecture qui nous sert au quotidien. Tu n'exagères pas un peu, là? Non, je t'assure, le paradigme matérialiste est attaqué, ne serait-ce que par la physique quantique elle-même. Elle défie d'ailleurs autant le bon sens que tous ces phénomènes qualifiés de surnaturels. Elle nous démontre que l'univers est interconnecté, que la matière n'est pas vraiment solide, que le temps est relatif. S'attacher à voir dans le paradigme matérialiste encore en vigueur une vérité scientifique relève de la croyance. C'est un acte de foi, à l'opposé d'une démarche réfléchie. Un phénomène tel que les expériences de mort imminente vient heurter de plein fouet ce paradigme matérialiste. Et les EMI, comme la médiumnité, les contacts spontanés avec des défunts, les expériences de conscience accrues en fin de vie, l'ensemble du domaine des expériences extrasensorielles, tous ces phénomènes sont bel et bien réels. Les milliers d'études sur le terrain et en laboratoire menées par des scientifiques compétents depuis plus d'un siècle fournissent une masse écrasante de preuves que ces phénomènes existent vraiment. La réalité de ces phénomènes s'appuie sur un tel nombre de résultats cumulés de recherches expérimentales et d'études de cas qu'elle ne fait aujourd'hui plus l'objet d'un doute. Une seule conclusion s'impose, le paradigme matérialiste dans lequel nous vivons n'est plus adapté. Voilà le point sur lequel j'insiste le plus auprès de ma mère car il est essentiel. Les progrès de la science ont mis en évidence l'obsolescence des grilles d'interprétation auxquelles l'humanité adhérait dans le passé. Nous sommes aujourd'hui dans ce moment de transition entre le modèle matérialiste qui est encore défendu avec rage et le nouveau modèle en train d'émerger et qui soulève contre lui une bien compréhensible opposition. Savoir que nous sommes au cœur d'un changement de paradigme est essentiel. Cela permet de comprendre les tensions parfois irrationnelles qui entourent tous les phénomènes inexpliqués. Le rejet arbitraire malgré les preuves, le clivage du monde scientifique, intellectuel, philosophique, celui des journalistes et de la société dans son ensemble. Maman m'écoute, je suis emportée par l'enthousiasme qui me traverse à chaque fois que j'expose ces faits. Et que nous apprennent toutes ces recherches? Que la conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale? Ça veut dire quoi exactement? Que si notre cerveau fabriquait vraiment notre conscience, tous ces phénomènes seraient impossibles. Or, s'il y a bien quelque chose d'impossible aujourd'hui, c'est de nier leur existence, tant ils sont répandus et étudiés. Comme l'a écrit un chercheur américain que j'ai interviewé récemment, de plus en plus de scientifiques pensent que ces phénomènes apparemment anormaux ne se produisent pas en contradiction avec les lois de la nature, mais uniquement en contradiction avec ce que nous pensons savoir sur les lois de la nature. C'est ça le problème. Notre grille d'interprétation, notre paradigme n'est plus en phase avec les récentes découvertes scientifiques. On peut aujourd'hui affirmer que notre conscience n'est pas réductible à notre cerveau. Nous ne sommes pas que notre cerveau. Et lorsque notre cerveau cesse de fonctionner et meurt, une partie de nous ne disparaît pas. Le regard de maman est perdu dans le vague. Je pense qu'elle digère tout ce que je viens de lui livrer. La question de la possible survie de la conscience n'est pas juste une interrogation abstraite pour elle, comme pour moi aussi d'ailleurs. La mort est une réalité présente dans nos vies au quotidien. Tu sais, maman, ce qui est pour moi extraordinairement encourageant est que la science elle-même nous invite à reconsidérer la nature de la matière. C'est la science elle-même qui démontre que la conscience échappe aux contraintes de l'espace et du temps où nos corps sont coincés. La conscience, ou l'âme si tu préfères,
même si ce terme est plus connoté. Le fait est qu'il y a une partie de nous, de notre conscience, qui semble ne pas avoir de limite. Les faits sont là. Notre conscience n'est pas limitée par notre enveloppe physique. C'est la totalité de notre vision du monde qu'il convient de reconsidérer. D'innombrables éléments de preuve, des recherches scientifiques ainsi que des millions d'observations et de témoignages étayent cet incroyable constat. Soyons rationnels. Ouvrons-nous à cette réalité. L'urgence est là. L'homme est un être spirituel. Il possède en lui cette dimension qui transcende le temps et l'espace. Cette réalité s'impose aujourd'hui et constitue la prochaine révolution scientifique. Le spirituel est une dimension constitutive de la réalité, peut-être même en est-ce la source. Tu dis que nous sommes des êtres spirituels, reprend maman. Le spirituel n'est pas le religieux, nous faisons cet amalgame trop souvent. Les religions sont des constructions sociales nées d'expériences spirituelles vécues par les fondateurs et les prophètes, dont les enseignements ont donné lieu à l'élaboration de credos. Elles constituent des chemins, des voies d'éveil que l'on emprunte par tradition, fidélité ou à la suite d'une rencontre, d'un acte de foi, d'une décision intime. Mais la carte n'est pas le territoire. Les religions sont les cartes, c'est-à-dire un mode d'emploi pour tenter d'approcher le territoire qui, lui, est l'expérience spirituelle. Les religions sont autant d'invitations à cheminer ensemble. Le spirituel est un espace intime et personnel. Je comprends, tu dissocies vraiment les deux. Oh oui, l'homme est un être spirituel, quelles que soient ses croyances et pratiques religieuses, et même s'il n'en a pas. Le plus athée des athées est un être spirituel, dans le sens où, comme tout le monde, une partie de sa conscience n'est pas limitée par son enveloppe physique, par le temps ni l'espace. C'est un fait scientifique, pas une opinion. Comment avons-nous pu convaincre de mettre de côté une telle part de nous-mêmes? Comment est-il possible que nous soyons arrivés aujourd'hui à en nier l'existence en pensant que cela était de surcroît le fruit d'une attitude rationnelle? Depuis à peine 3 siècles, une nouvelle forme de croyance prétend que finalement notre ignorance et notre imagination nous ont joué des tours et que rien d'autre n'existe que la matière. Si nous avons cru aux dieux, aux esprits, à l'esprit d'un monde spirituel, c'est que nous étions crédules et pas assez scientifiques. Mais voilà, aujourd'hui c'est la science elle-même qui nous invite à constater que le matérialisme est une croyance limitante dépassée. Nous sommes des êtres spirituels, aveuglés par nos beaux costumes de chair et d'os. À quoi ressemblerait notre monde si nous intégrions cette réalité dans notre quotidien? Quel sens prendrait la vie? Qu'est-ce que nous ferions différemment? Pourrions-nous y voir plus clair dans nos choix sentimentaux, professionnels? Quel regard porterions-nous sur les épreuves qui nous affectent? Cela pourrait-il nous être utile en termes de santé? Comment traverserions-nous nos deuils si nous savions que celles et ceux que l'on a aimés sont toujours vivants? Mais comment, surtout, faire disparaître, une bonne fois pour toutes, ces doutes que la densité du monde, sans cesse, fait réapparaître dans mon esprit? J'ai adoré ce passage. Alors c'est un petit peu long, mais je voulais le partager. Allez, gros bisous à tous!